Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui, je reçois le journaliste et auteur Emmanuel Faux d'Europe 1 pour un livre qui s'appelle L'affaire Arafat, une enquête minutieuse, très approfondie sur la mort du leader palestinien. C'était il y a 10 ans exactement, c'était le 11 novembre 2004 à l'hôpital Percy à Clamart, en France. On s'en souvient encore, c'est là qu'est décédé Yasser Arafat. Bonjour Emmanuel Faux. Bonjour Sylvain Attal. Disons que malgré vos efforts, très louables, parce que c'est une enquête très intéressante, vous n'arrivez pas à répondre à qui, mais vous répondez quand même à comment, et vous êtes relativement catégorique. Vous dites la mort de Yasser Arafat n'était ni naturelle ni accidentelle. Voilà, je crois que c'est l'élément nouveau. 10 ans après, la thèse officielle des Français, vous en souvenez au moment de la mort d'Arafat, était qu'on ne pouvait pas déterminer avec précision les causes de cette mort, mais que sans doute on avait les symptômes d'une mort naturelle d'un homme de 75 ans qui a subi les épreuves de la vie, son confinement à Ramallah dans les 2 ans et demi qui précédaient, et qui donc meurt d'épuisement. Il n'y avait pas vraiment de raison de remettre en cause cette thèse-là, parce que les Français étaient quand même très actifs. Jacques Chirac avait demandé qu'on accueille Yasser Arafat, malade, à Paris. Il avait de très bonnes relations avec Arafat, donc il n'y avait pas de raison de mettre en doute cette version. La thèse des médecins à l'époque se fonde sur un certain nombre d'examens, d'analyses qui sont faites, mais qui ne peuvent pas envisager toutes les hypothèses, et notamment l'hypothèse du polonium 210, qui a été ensuite découvert par les experts suisses. Ce poison n'existe pas, n'est pas répertorié officiellement à l'époque. Vous savez qu'on va le découvrir 2 ans plus tard avec la mort de l'agent russe Litvinenko. Donc on a des zones d'ombre, on a des impossibilités de faire la vérité de la part de la science, qui fait qu'on n'est pas dans la vérité totale. Mais il y a un contexte, on y reviendra peut-être sans doute plus tard, c'est que le contexte de 2004 est un contexte dans lequel aussi la France ne veut pas ouvrir une boîte de Pandore en nourrissant des soupçons vis-à-vis d'Israël ou d'une autre partie dans la région, ne veut pas faire de l'affaire Arafat un casus belli diplomatique. Et c'est pourquoi très vite, la thèse du flou et de l'absence de conclusion va rester la thèse officielle pendant plusieurs années. Il y a immédiatement un point d'interrogation, empoisonnement. C'est Oui. ça la thèse. Il y a 2 possibilités. Soit vous avez dit le polonium 210, un produit radioactif extrêmement violent qui au fond est un poison, vous avez dit très peu connu, soit celui d'une toxine. Mais là, vous dites très justement, on ne sait pas tout en matière de poison. Il y a des tas de poisons qu'on ne connaît pas. Donc, voilà. Donc si ce n'est pas naturel, on pense poison. On ne sait pas tout par définition, parce que souvent vous avez des poisons qui sont fabriqués par leurs inventeurs, et seul l'inventeur qui fabrique son poison en connaît l'antidote. Donc il a à la fois, si vous voulez, la clé et la solution de son produit. Donc à l'époque, on n'a aucun moyen de savoir si un nouveau poison est à l'origine de la mort d'Arafat. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on n'est pas en mesure non plus de le faire. Ce qui est quand même est assez important à prendre en considération, c'est que les experts suisses, comme les Français, comme les Russes, même s'ils diffèrent sur l'interprétation des prélèvements qui vont être faits sur le corps d'Arafat, vous le savez, lors de l'exhumation qui a lieu seulement en novembre 2012, il y a donc 2 ans, 8 ans après sa mort, tous constatent quand même qu'il y a des doses plus ou moins élevées de polonium présentes sur les os et sur les tissus du raïs. Oui, mais c'est un produit qui existe à l'état naturel, donc il y a aussi une controverse là-dessus. Il y a une controverse, et puis il faut aussi ajouter, et je le dis dans le livre, que les effets connus du polonium, notamment sur l'agent russe Litvinenko, c'est-à-dire à la fois la perte des cheveux et la réduction des globules blancs par la moelle osseuse, ne sont pas observés chez Arafat. On ne les a pas observés. On a une perte des globules blancs, oui, pas une perte des cheveux. Donc c'est pour ça que l'hypothèse que certains médecins d'ailleurs accréditent, ceux à qui je fais relire le dossier médical et le rapport d'hospitalisation d'Arafat vont dans ce sens, disent qu'on peut imaginer une combinaison de toxines, une combinaison de poisons qui rend la piste encore plus brouillée et indétectable. Ça voudrait dire quelque chose d'extrêmement sophistiqué en tout cas. Et c'est ce qui surprend beaucoup les experts suisses, c'est la manière dont les Français ont conclu, si vous voulez, de façon binaire. Puisque nous éliminons la thèse du polonium 210, qui n'est pas suffisamment probante selon nous, disent les Français, nous éliminons la piste dans l'empoisonnement. Raisonnement binaire, si c'est pas B, c'est A. Et donc si c'est A, c'est la mort naturelle. Et les experts suisses disent scientifiquement, ça ne tient pas. Dans la loi de probabilité, quand on élimine une hypothèse, on peut retenir la demi-hypothèse et penser qu'il y a quand même une porte ouverte à l'empoisonnement. Alors ça, c'est donc comment? Et donc vous êtes, je le dis encore, assez catégorique, ça n'est pas une mort naturelle. Maintenant, qui? Alors sur la liste des suspects, évidemment, suspect numéro 1, Israël. Israël. Je veux dire,
presque trop naturellement. De façon presque automatique. Voilà. Oui, mais en même temps, vous avez dit, il est de notoriété publique, ils ont déjà tenté d'empoisonner Khaled Meshal. On se souvient de sa fameuse histoire où ils ont été obligés de donner le contrepoison. Donc ça, c'est un fait établi. Il y a des déclarations de Sharon, à l'époque qui est Premier ministre, qui dit plusieurs fois publiquement qu'il veut se débarrasser d'Arafat. Puis il y a le conflit en général qui fait que, bon, suspect numéro 1. Il y a l'existence d'une usine qui fabrique des produits chimiques de très très haute confidentialité, Nessiona, donc ils ont les moyens de le faire. Oui, puis on voit si c'est sophistiqué, on se dit que c'est pas à la portée du premier venu. Voilà, bon. Et puis il contrôle la Moukata, où est, il faut le rappeler, emprisonné, assigné à résidence Arafat à la fin de ses jours. À cette époque-là. Mais en même temps, vos interlocuteurs israéliens semblent vous avoir assez convaincu, au fond, que ce n'était pas vraiment l'intérêt d'Israël d'avoir... Ils préféraient presque... Ils disent que Arafat, au fond, était déjà mort politiquement. Disons que c'est ça. Si on prend le contexte de fin 2004, Arafat, confiné à la Moukata, avec un Premier ministre Ahmad Koré qui déjà tient les rênes de l'autorité palestinienne et a l'assentiment plus ou moins des Occidentaux et d'Israël, n'est plus politiquement très offensif, n'est plus très, très actif dans sa démarche. Et donc, Israël n'a pas forcément besoin de l'éliminer physiquement. Et par ailleurs... si Arafat a évidemment comme ennemi numéro 1 public historique l'État hébreu et le gouvernement d'Ariel Sharon en particulier, qui le suit, si je puis dire, depuis la période de Beyrouth, les années 80, Arafat a aussi des ennemis de l'intérieur, dans la mouvance palestinienne, et c'est pour ça que je m'attache au cas de Mohamed Darlan, qui, vous le savez, a été l'homme de la sécurité préventive à Gaza, nommé et fabriqué, promu, je dirais, par Arafat dans les premières années, présent dans les délégations de négociation à Camp David, et qui, petit à petit, va nourrir des ambitions personnelles, se constituer une cagnotte à lui-même, et trouver que le raïs dure depuis trop longtemps, et envisager de l'éliminer. Et on ne s'en souvient plus tellement, mais à l'été 2004, il y a un complot qui échoue pour renverser politiquement Arafat. Il y a une lettre que je publie dans le livre qui est adressée au ministre israélien de la Défense, Shaul Mofaz, le ministre de Sharon, dans laquelle Darlan, le Palestinien, écrit « Nous sommes conscients qu'il faut préparer l'après-Arafat, mais laissez-nous faire à notre façon. » À notre façon. À notre façon. Et puis enfin, en même temps, une formule un peu ambiguë qui laisserait entendre qu'il ne s'agit pas de s'en débarrasser physiquement. Mais qui veut dire qu'il y pense. Mais en même temps, il y a une chose que vous rappelez dans votre livre, moi j'avais complètement oublié, c'est une déclaration publique de Mahmoud Abbas. Absolument. Qui met en cause Darlan presque directement, et ce qui embarrasse beaucoup d'ailleurs d'autres personnalités palestiniennes du Fatah. Et qui surgit en mars dernier, mars 2014. Cet élément, j'étais en train déjà de faire l'enquête quand cet élément est arrivé, c'est-à-dire que Mahmoud Abbas prononce un discours devant le comité central de l'OLP, qui est un discours théoriquement qui doit porter sur la stratégie de l'OLP, et puis à mi-chemin, le président palestinien s'arrête et commence à dire « Nous allons maintenant parler du cas Darlan ». Et sur un nombre de minutes incroyable, se met à disséquer le profil de Mohamed Darlan et de poser la question « Quel rôle a-t-il joué dans la mort du Raïs » en l'accusant implicitement. Darlan ou pas Darlan, qui d'ailleurs de toute façon a été expulsé des territoires palestiniens. Qui aujourd'hui est non grata en Palestine, disons. Mais c'est-à-dire, ce que vous rappelez, c'est que Arafat n'est pas seulement ce leader charismatique, symbole de la cause palestinienne. En interne, il y a beaucoup de critiques contre lui, contre sa façon de diriger l'OLP, son rapport à l'argent. On sait que c'est lui qui... Alors, vous parliez de Cassette, c'est lui qui contrôlait les finances directement. Oui, bien sûr. Et ça et d'autres choses font qu'il y avait peut-être des raisons en interne pour s'en débarrasser. Mais de là à aller jusqu'à une solution aussi radicale. Si vous voulez, ça va nourrir une opposition qui effectivement monte. Plus le Raïs vieillit, plus il devient politiquement, je dirais, impuissant, plus il semble un peu encombrer la jeune génération montante de la classe politique palestinienne, comme Darlan en fait partie, plus effectivement va monter cette rébellion interne, qui plus est, encore une fois, Darlan est l'homme de Gaza. Donc si vous voulez, il y a une espèce de territorialité, de baronnie qui commence à se constituer, et Darlan pense qu'il peut prendre le pouvoir par Gaza et ensuite par la Cisjordanie. Mais effectivement, ces critiques, elles montent. Alors de là à envisager l'élimination du Raïs, vous avez à tout moment des gens, y compris dans l'entourage de Mahmoud Abbas, qui pensent qu'il faut préparer l'après-Arafat de son vivant. Et se superpose là-dessus, à ce contexte politique, un contexte, je dirais, familial, qui est la rivalité entre Soua Arafat, la femme de la veuve de Yasser Arafat, et Nasser El-Khelaifi, son neveu, qui ont des thèses opposées, qui sont opposées. Là-dessus, c'est parce que elle-même, Soua, n'a jamais réussi à se faire une réelle place elle a fait beaucoup de jaloux. Et donc, aujourd'hui, on a l'impression qu'on s'arrache
au sein de la sphère palestinienne l'héritage moral, familial, peut-être même financier d'Arafat. Oui, absolument. Alors il y a d'abord une opposition, vous le voyez, je le raconte longuement, sur l'opportunité de l'exhumation du corps d'Arafat. C'est-à-dire que dès le départ et jusqu'au bout, Nasser al-Kidwa, donc le neveu, qui a été ministre des Affaires étrangères dans l'autorité palestinienne, ne veut pas entendre parler d'une exhumation du Raïs en disant « ce serait sacrilège, sortir le corps du symbole de la lutte palestinienne, vous n'y pensez pas ». Et il dit d'ailleurs « nous avons suffisamment d'éléments avec la première expertise suisse prouvant qu'il y a eu empoisonnement et qu'Israël est derrière, fermez le banc ». Soit Arafat change de position, c'est-à-dire qu'à l'époque de la mort du Raïs, elle ne demande pas d'autopsie, aucune expertise n'est faite, et ça n'est qu'au bout de 7 ans, sous la pression d'Al Jazeera et de l'un de ses journalistes, Clayton Switcher, que cette expertise est déclenchée et qu'on va aller vers l'exhumation en novembre de 2012, où là, effectivement, Soit Arafat, non seulement est persuadé qu'il y a eu empoisonnement, mais change d'avis et se met à critiquer plutôt, à accuser implicitement l'entourage de Mahmoud Abbas, donc au sein de l'autorité palestinienne. Donc on a un hiatus irréconciliable entre ces deux membres de la famille. Et effectivement, en toile de fond, vous dites l'héritage qui est disputé. Et j'ajouterais, à la différence de Soit Arafat, Nasser al-Kidwa a une ambition politique lui-même, puisque lui songe éventuellement à une carrière au sein de l'autorité palestinienne, voire à jouer les premiers rôles aussi. Et donc, il ne veut pas se mettre à dos Israël ou d'autres entités politiques. Quelle histoire, hein. Voilà. Il faut dire un mot peut-être du rôle du Qatar. Vous avez parlé d'Al Jazeera, de cette enquête d'Al Jazeera qui relance le sujet, au fond. Oui. Le Qatar, qui est un soutien du Hamas, donc pas exactement un ami de Yasser Arafat. Quel rôle joue le Qatar dans cette histoire, la chaîne à travers Al Jazeera? Détenu, vous le savez, propriété de l'émir du Qatar, donc il y a un intérêt politique qui est évident. Et le Qatar va effectivement jouer la carte de cette opposition à Mahmoud Abbas, et donc va essayer de contrecarrer l'hypothèse d'un crime fratricide venant du Hamas ou des ennemis d'Arafat, en disant que c'est dans l'entourage de Mahmoud Abbas qu'on a essayé de fomenter un complot pour prendre la place d'Arafat, puisque finalement, 2 mois après la mort d'Arafat, le président élu, c'est Mahmoud Abbas. Donc Al Jazeera semble avoir un rôle très actif, alors un rôle déclencheur pour les expertises qui ont lieu, il faut le reconnaître, mais après une arrière-pensée politique, évidemment, pour l'interprétation de ces expertises. Une de plus. Merci Emmanuel Faux, il va falloir conclure là. Mais vous êtes allé au bout. On pourra difficilement aller au-delà. Il reste quand même ce point d'interrogation. On aura toujours le point d'interrogation sur qui et quel poison. Mais je pense que les juges de Nanterre qui s'apprêtent à conclure avec une expertise réécrite début 2015 devraient au moins rouvrir la porte et l'hypothèse de l'empoisonnement et ne pas rester sur la seule piste de la mort naturelle d'il y a 10 ans qui relevait, je dirais, d'une certaine raison d'État qui aujourd'hui peut être prescrite 10 ans après. On verra ça. On se dit à l'année prochaine. On en reparlera à ce moment-là. Volontiers. Merci. Emmanuel Faux, l'affaire Arafat, c'est publié aux éditions L'Archipel. Merci d'avoir été l'invité de l'entretien aujourd'hui.